n'hésitez pas, venez et engagez-vous. En tout cas, voilà, c'est demain à 17h30. Nous aurons ensuite, vous avez des petits flyers sur le bar, un concert de François Buffo Trio, c'est un concert de chansons françaises, un peu classique. Nous on l'aime beaucoup, il est déjà venu il y a 3 ans ici. Et n'hésitez pas, ce sera le 25 avril. Voilà, le 29 avril, le mardi 29 avril, nous recevrons ici une conférence débat autour de la démocratie participative. Ce sera le mardi 29 avril. Et voilà, et après on passe à la suite. N'hésitez pas à soit adhérer à l'association, soit au moins laisser sur un gros livre là, votre email si vous voulez être au courant de ce qu'on fait. C'est pas déjà fait. Et puis voilà, et puis pour les frais de la structure et de payer pour l'association puisse payer au moins les charges, on avait déposé 2 tonneaux. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez en guise de participation, voilà, aux charges du lieu. À toi. Merci. Voilà. D'abord, on vous remercie de votre présence. On est content, il fait beau et tout, mais donc il fallait prendre le temps. Les questions de la santé donc, sont les préoccupations majeures de la population, les déserts médicaux, le manque de professionnels, le manque de moyens. La loi de financement de la sécurité sociale, qui d'ailleurs n'a pas été votée, puisque c'est un 49.3, elle ne répond pas aux besoins loin de là. La Fédération hospitalière de France et les organisations syndicales réclamaient 7% d'augmentation du budget. L'État lui en a accordé que 3,5%. Ces chiffres révèlent un grand désarroi des professionnels, des usagers, la difficulté de se soigner, de trouver un médecin, d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Une enquête que nous avons réalisée il y a 2 ans montrait que 20% de la population du Sud Ardèche n'avait pas de médecin traitant. Et ce n'est pas les grandes gesticulations de nos élus régionaux ou départementaux qui changeront grand-chose, d'autant plus que on s'est aperçu que depuis 2020, il n'y a pas plus de médecins en Ardèche que malgré toutes les incitations. Donc l'association, elle, préconise de mettre en cause la liberté d'installation des médecins, le retour des gardes médicales de la médecine libérale, le renforcement des contrats de service public pour les étudiants et la création de centres de santé. Dans le débat, on pourra faire la différence entre maisons de santé et centres de santé, on en reparlera. Une loi transpartisane donc, a été élaborée par des députés de tous les groupes parlementaires hors Rassemblement national, avec ces objectifs que je viens de vous donner. L'association pense que cette proposition de loi va dans le bon sens et la soutient. Elle vous propose d'ailleurs à l'entrée une pétition pour l'envoyer ensuite aux élus nationaux. Hein, on l'enverra à M. Brun et à la sénatrice. On a déjà commencé à faire signer cette pétition vendredi dernier devant l'hôpital et on a obtenu 100 signatures. Mais on continue. Donc l'article 3 donc, de cette loi, c'était l'article 1er pardon, de cette loi a été voté le 3 avril dernier. Celui qui met en cause la liberté d'installation, qui la met en cause, qui la restreint, il a été adopté en première lecture par les députés. La suite de la loi va être discutée au mois de mai. C'est un premier pas. On considère que c'est un premier pas, même si c'est pas acquis. Il faudra encore. C'est pour ça qu'on fait la pétition pour faire pression sur les élus. Fabrice Brun, le député de la circonscription, je l'ai vérifié, il a voté cet article. Voilà. Bon, on verra bien, mais je préfère le dire parce que j'ai lu par ailleurs qu'il n'avait pas voté, mais les élus des Républicains se sont partagés sur les votes. Mais voilà, nous serons attentifs donc dans la suite du débat parlementaire aux positions des élus nationaux du secteur. Nous allons donc, je vais continuer cette campagne. Donc Éric Davera, le conférencier, ancien cadre hospitalier, propose à travers cette conférence gesticulée d'expliquer pourquoi il faut défendre notre hôpital public. Donc je vais lui laisser la place. Ensuite, nous pourrons en débattre ensemble. À toi, Éric. Non, je ne suis pas Éric, je voulais juste vous dire d'éteindre le téléphone. Oui, oui. Ouais. Ça peut le mélanger. Merci. Véronique. Bonsoir maman.
tu es venu quand même. J'ai une bonne nouvelle. J'ai fait une conférence gesticulée pour défendre l'hôpital public. Pourquoi défendre l'hôpital public? Moi, je ne sais pas, moi, parce que si tu fais un AVC, par exemple, tu seras bien content d'être soigné correctement, même si tu as une petite retraite. J'avais qu'à faire docteur, comme tu me l'as dit. Oui, ma mère, je l'ai déçue, au moins 2 fois. J'étais un adolescent timide et malandre, mal intégré dans le lycée où j'étais. On m'avait dit que le sport, c'était très important pour le développement physique et mental. J'étais dans un lycée d'avant-garde, en Creuse, où on proposait gratuitement des sports un peu hors du commun. Et sur la fiche de choix que je devais remplir, ma mère avait coché tennis, escrime. Tennis parce que le fils du maire faisait tennis, et puis escrime, elle trouvait que c'était un bon sport pour prendre l'ascenseur social. Mais moi, j'avais vu les All Blacks à la télé, et c'est ça que je voulais être comme mec. Alors, j'avais un atout pour jouer au rugby. Si, je courais vite. Je rêvais que je volais à travers le terrain, que j'évitais les adversaires, que je marquais des essais. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'en seconde B, il y avait un mastodonte qui jouait au rugby. Quand ce gars-là m'attrapait, je volais, mais pas comme je l'avais imaginé. À tel point que le prof de gym est venu me voir et m'a dit « Je pense que pour des raisons de sécurité, il vaut mieux en rester là. » Alors, je me suis tourné vers le truc que personne ne voulait, cheval. Qu'est-ce que c'était pour moi, cheval à 14 ans? C'était le cavalier sur Gilles hors de la nuit qui court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. J'arrive à ma première leçon d'équitation avec Zorro en tête qui galope à fond dans la nuit. Ça s'est pas non plus passé comme ça. Parce que quand le cheval a fait un pas, j'ai été terrorisé. Alors, je ne suis pas tombé, pas cette fois-là. Et puis, le moniteur n'a pas arrêté parce que, heureusement, quelque chose en moi m'a dit que ma place était là, sur ce cheval. Et donc, j'ai pas fait tennis. Je ne suis pas devenu docteur non plus. J'ai essayé. Vous savez ce que c'est, les injonctions maternelles, c'est pas toujours facile de s'en libérer. J'ai donc fait une année de médecine, mais ma copine de l'époque m'a largué au tout début de l'année, et j'ai mis une année entière à en trouver une autre, qui m'a largué 4 mois plus tard. Maman, arrête de m'interrompre, je ne vais pas y arriver. Mais pendant cette année de médecine, quelque chose en moi m'a dit que c'était ça que je voulais faire, soigner les gens. Je suis donc devenu infirmier. Infirmier en réanimation tout d'abord, hein, là où on sauve les vies, le cavalier sur Gilles hors de la nuit, et puis infirmier à domicile. Alors, infirmier à domicile, on ne sauve pas des vies, mais on aide les gens dans une période difficile de leur vie. Et puis, je suis devenu cadre infirmier dans un service d'urgence. Le cadre infirmier, c'est celui qui s'occupe de l'équipe paramédicale, pas des médecins, mais des infirmiers, des aides-soignants et des ASH, agents de service hospitalier, qui s'occupent de l'entretien des locaux. Il organise leur emploi du temps pour qu'il y ait toujours assez de monde pour soigner les gens. Il organise les commandes pour qu'ils aient du matériel pour travailler. Et puis, il est le lien entre la direction et l'équipe. Je vous le fais en temps réel. Allô Eric, c'est Louise à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé l'emploi du temps du mois prochain, j'ai vu que je travaillais le week-end de Pâques. J'ai déjà fait celui de l'année dernière, je ne vais pas tous les faire. Ok, je m'en occupe. Allô Eric, tu peux appeler la gastro-entérologie s'il te plaît pour trouver une place pour Monsieur Durand qui attend une place là-haut depuis 48 heures dans le couloir des urgences. Ok, je m'en occupe. Allô Eric, c'est Sébastien à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé l'emploi du temps du mois prochain. J'ai vu que je ne travaillais pas le week-end de Pâques. Je voudrais bien travailler de temps en temps. Hein, j'ai besoin de fric. Ça m'arrange, je m'en occupe. Allô Eric, tu n'as pas oublié la réunion du comité d'éthique de la semaine prochaine. Tu sais que la certification approche et que c'est indispensable que cette réunion ait lieu. Non, j'avais pas oublié. Allô Eric, tu peux libérer une place au déchauffage s'il te plaît. Le SMUR amène un polychromatisé. Ok, je m'en occupe. Allô Eric, tu peux faire un bond d'urgence s'il te plaît. Il n'y a plus de papier dans les toilettes. Voilà, en gros, c'est ça la vie d'un cadre infirmier. Et là,
je suis en train de me faire engueuler par le fils de monsieur Durand, qui attend dans le couloir des urgences depuis 48 heures une place en gastro-entérologie. Ce monsieur m'explique que son père n'a pas mangé chaud depuis 2 jours, qu'il n'a pas accès aux toilettes parce que, comme il n'y a que 2 toilettes pour 60 patients, elles sont toujours occupées, qu'il n'a pas eu son traitement comme l'avait prescrit son médecin traitant, qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours, et que surtout, il a passé ses 48 dernières heures dans une promiscuité intolérable. Il me crie dessus et me dit, vous voyez pas que c'est la cour des miracles, que c'est le bordel dans votre hôpital? Un peu décontenancé par la véhémence du monsieur, je lui réponds que je suis d'accord sur 50% de son constat. Je suis d'accord, c'est le bordel. Mais par contre, où je ne suis plus d'accord, c'est quand il me dit que c'est mon hôpital. Et que, en tant que citoyen français qui a le droit de vote, c'est aussi le sien l'hôpital. Et que si son père est dans cette situation, il n'y est pas pour rien, contrairement à ce qu'il croit. Le monsieur s'énerve et s'en va. Je débauche. Je me dis quand même, comment ça se fait que on en est arrivé là? Tu sais pourquoi, toi, maman? Les gens viennent aux urgences pour rien? Enfin, François Braun, qui a été urgentiste et ministre de la Santé, il a dit que c'était pas vrai, ça. Enfin, il a dit que c'était pas vrai avant d'être ministre de la Santé. En tout cas, les gens abusent du système. Qui c'est qui t'a dit ça? BFM. Alors maman, je t'ai dit, BFM, il faut arrêter, tu vas finir par le faire, cet AVC. Moi, j'ai choisi de travailler à l'hôpital public. Pourquoi? Parce qu'il est censé soigner tout le monde de la même manière. Le riche, le pauvre, le SDF, le notable, et mettre à la disposition de tous ces gens-là tous les moyens techniques et humains dont ils disposent. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce service d'urgence qui a 16 places, on n'avait jamais plus de 16 malades à la fois. On pouvait s'occuper d'eux correctement. Le polytraumatisé, la tentative de suicide. On faisait des projets, on remettait nos pratiques en cause. Plus de rapidité pour le polytraumatisé, plus d'empathie pour la tentative de suicide ou l'alcoolique chronique. Les patients passaient 3-4 heures dans le service et puis ils montaient dans les étages ou ils rentraient chez eux. Et puis quand on avait plus de 16 patients, c'est-à-dire 4 patients dans le couloir par exemple, on criait au scandale. On appelait le directeur de garde, on lui disait il faut arrêter de fermer des lits, on ne pourra plus s'occuper des gens. 20 ans plus tard, quand on a 11 malades dans le couloir le matin, on dit c'est calme aujourd'hui. On monte à des pics de 50, 60, 70 patients présents pour 16 places. Les patients passent parfois 3-4 jours dans le service en attente d'une place dans les étages. Et nous, on est écrasés, hébétés, blasés par cette charge de travail. En tout cas, plus de projet, plus d'empathie. Et pendant que je suis en train de me faire engueuler par le fils de M. Durand, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? La cour des miracles, effectivement. Juste devant nous, un monsieur âgé est attaché aux 2 poignets sur son brancard. Il tire sur les contentions jusqu'à saigner, en répétant « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Juste à côté de lui, une jeune femme. Un médecin est en train de l'examiner. Il lui demande la date de ses dernières règles. Est-ce qu'elle va à la selle correctement? Est-ce que ses selles sont plutôt dures ou plutôt molles? Est-ce que ça la brûle quand elle urine ou est-ce que ses urines sentent mauvais? La jeune femme répond aussi discrètement que possible, mais tous ses voisins entendent ses réponses. Juste à côté d'elle, M. Durand essaye d'uriner aussi discrètement que possible dans l'urinal que lui a donné l'aide-soignante, parce que comme il n'y a que 2 toilettes pour 60 patients, elles sont occupées tout le temps. Juste à côté de lui, une dame âgée, assise sur son brancard, seins nus.
Chaque soignant qui passe lui remet sa chemise d'hôpital, mais elle la retire systématiquement. Et puis, à perte de vue, des personnes nues sous leur chemise d'hôpital, allongées sur des brancards ou assises dans des fauteuils à touche-touche. Vous imaginez? Non, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas parce que tant que vous ne l'avez pas vu ou vécu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Alors, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Nous, le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS. Vous savez qu'on a été le premier système de santé mondial aux yeux de l'OMS? En 2000. En 2020, on est à la 16e place. En 2023, on est à la 20e place. Comment ça se fait qu'on a régressé de la première à la 20e place dans un pays qui devient de plus en plus riche? Il n'y a pas un problème. Alors on entend les médias dire oui mais hey, la santé coûte trop cher, le trou de la sécurité sociale, l'endettement abyssal des hôpitaux, une catastrophe annoncée. Annoncée ou orchestrée? Subie ou voulue cette catastrophe? Et si voulue par qui? Est-ce que par hasard, l'État français ne serait pas en train d'essayer de torpiller l'hôpital public comme il torpille les autres services publics? Parce qu'enfin, il a le mode d'emploi. Il a été rédigé pour l'Europe. Si vous voulez casser un service public, c'est pas compliqué. Il suffit de couper son financement. Les choses vont se dégrader à tel point que les usagers eux-mêmes vont demander à changer de système. Est-ce que c'est pas ça qui sera en train de se passer? Est-ce que tu sais qui paye ta retraite, maman? Non? C'est le régime général de la sécurité sociale. Est-ce que tu sais que c'est grâce à un ministre communiste qu'on a une sécurité sociale? Ça t'étonnerait. Et pourtant, c'est vrai. En 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste de Gaulle, avait imaginé qu'on mettrait dans un pot commun de l'argent pour faire face à l'infortune, c'est-à-dire pour aider les gens qui ne peuvent plus travailler à subsister dignement. On cotiserait selon nos moyens et on recevrait selon nos besoins. Un truc basé sur la solidarité. Solidarité, un gros mot hein, pour les États libéraux. Oui, eux, leur mot fétiche, c'est compétition, chacun pour soi. Qu'est-ce qu'elle paye, cette sécurité sociale? Elle va payer tout ce qui concerne les dépenses de santé. Si vous avez besoin d'aller voir votre médecin traitant, c'est dans ce pot commun qu'on prendra l'argent pour vous rembourser le prix de la consultation. Si vous êtes hospitalisé, c'est dans ce pot commun qu'on prendra l'argent pour vous rembourser le coût de votre hospitalisation. Si vous êtes en arrêt maladie, c'est dans ce pot commun qu'on prendra votre salaire pour vous le donner. Si vous savez, elle va prendre aussi tout ce qui concerne les accidents du travail. Si vous fondez une famille et que vous avez besoin d'aide, c'est dans ce pot commun qu'on prendra les allocations familiales. Et enfin, quand vous serez trop vieux pour travailler, c'est dans ce pot commun qu'on prendra l'argent pour vous donner votre salaire de retraité. Pas mal, hein? Pas mal du tout comme système. Alors, combien ça représente d'argent tout ça? Eh bien, les salariés et les patrons, tous les mois, on met la moitié de notre salaire dans ce pot commun avant qu'on nous le donne. La moitié. L'année dernière, ça a représenté 594 milliards d'euros, dont un petit peu plus de 200 milliards pour la santé. Qui gère cet argent? C'est là que ça se complique. Ambroise Croizat, quand il a fondé la sécurité sociale, il voulait que ce soit les salariés qui gèrent cet argent, parce que c'était leur argent. De Gaulle n'a pas été d'accord. Ils sont tombés sur un accord de les gestionnaires de l'argent de la sécurité sociale seront pour 25% d'entre eux les patrons et pour 75% d'entre eux les salariés. L'État
et les gouvernements successifs n'ont jamais pu supporter ça et vont mettre tout en œuvre pour récupérer le pouvoir sur la gestion de cet argent. Comment vraiment? En même temps, c'était pas raisonnable de laisser autant d'argent à gérer par des gens qui n'ont même pas fait l'ENA. Pourtant, au début, ils se débrouillaient bien, avant que l'État ne leur mette des bâtons dans les roues. Premier coup de boutoir, 1967. Le gouvernement va dire 75-25, ça va pas bien. On va faire la parité. 50-50. Les salariés ont perdu la majorité sur les décisions de l'argent, de la gestion de l'argent de la sécurité sociale. Parce que comme il y a toujours un syndicat qui est du côté du patronat, ils ont perdu la majorité. Deuxième coup de boutoir, 1983. Pierre Bérégovoy, Premier ministre de François Mitterrand qui se disait de gauche, a décidé, pour faire plaisir aux patrons, qu'on allait bloquer les cotisations sociales. On ne pourra plus les augmenter. Si la sécurité sociale a besoin d'argent, on se débrouillera autrement. Troisième coup de boutoir, 1996, Alain Juppé invente la loi de financement de la sécurité sociale. À partir de cette année-là, c'est le gouvernement, par l'intermédiaire du Parlement, qui décide de ce qu'on fait de l'argent de la Sécu. Comment on le répartit? Plutôt sur la maladie, plutôt sur la vieillesse, plutôt sur les allocations? À qui on le donne? Plutôt au public ou plutôt au privé? Parce qu'il y a un truc que l'hôpital public n'a pas. Ce sont des actionnaires. Vous savez, les actionnaires, ceux sur qui repose le capitalisme. 1996, c'est fini. Les salariés ont totalement perdu le pouvoir sur la gestion de l'argent de la sécurité sociale. 2008, crise financière. La Sécu a besoin d'argent. Le gouvernement va lui dire empruntez sur les marchés financiers. La Sécu va faire ça. Elle va faire un emprunt sur les marchés financiers et depuis, elle rembourse cet emprunt. Capital et intérêt. Il y aurait eu des solutions moins onéreuses. Nous en sommes à 79 milliards d'euros d'intérêts qui sont partis directement de notre pot commun dans les poches des actionnaires, des banques qui ont prêté à la sécurité sociale. 79 milliards d'euros. Le gouvernement a donc cultivé, créé puis cultivé le trou de la sécurité sociale. D'après certains économistes, comme Nicolas da Silva par exemple, le trou de la sécurité sociale est un mensonge d'État. Il est cultivé. Comment maman? Faut que j'arrête de dire du mal du gouvernement? Parce qu'il a dit qu'il allait aider les hôpitaux endettés. Et oui, parce que les hôpitaux aussi sont endettés, avec exactement le même système. 2006, Sarkozy va dire on faudrait qu'on rénove nos hôpitaux. Et il va faire comme avec la Sécu. Il va dire aux directeurs d'hôpitaux empruntez directement sur les marchés financiers. Et puis, il va être assurant avec le directeur de l'hôpital. Vas-y Marcel, tu peux te lâcher. En ce moment, les cours sont très bas. Et surtout, on t'a inventé un moyen de rémunérer les hôpitaux qui s'appelle la T2A, tarification à l'activité. Ça va te rapporter un pognon de dingue. Marcel s'est lâché. Entre 2009 et 2012, l'endettement des hôpitaux est passé de 9 à 30 milliards d'euros. Et depuis, les hôpitaux remboursent ces emprunts. Il y a donc une partie de notre pot commun qui part directement dans les poches des actionnaires des banques qui ont prêté aux hôpitaux. Il y a pourtant des gens qui ont tiré le signal d'alarme à l'époque et qui ont dit attention, il y a des solutions moins onéreuses. 2014, le président de la Fédération hospitalière française, c'est la fédération qui représente les hôpitaux publics. Les directeurs. Comment? Les directeurs d'hôpitaux.
les directeurs d'hôpitaux. Écoutez bien, les sommes en cause et les risques pris par les établissements devant la carence des pouvoirs publics vont très rapidement hypothéquer les ressources à consacrer aux soins et par voie de conséquence diminuer leur qualité. Tout est dit. Carence des pouvoirs publics, il y aurait eu des solutions moins onéreuses. Ces remboursements d'emprunts vont obliger les hôpitaux à soigner les gens moins bien. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Pour la petite histoire, en 2014, le président de la Fédération hospitalière française s'appelle Frédéric Valtou. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Ouais. Oui? Quelqu'un d'autre? L'année dernière, il a été, de manière assez éphémère, d'accord, ministre délégué à la Santé, Frédéric Valtou. Je l'ai entendu parler l'année dernière, le Frédéric Valtou 2024 n'était plus du tout d'accord avec le Frédéric Valtou 2014. Je ne sais plus qui a dit, pour avoir de l'éthique en politique, il suffit de ne pas avoir de mémoire. J'aime bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marcel, il va emprunter auprès d'une banque qui habituellement prêtait aux collectivités locales, une banque privée qui s'appelait Dexia. Alors, ils auraient dû se méfier parce que le patron de Dexia à l'époque s'appelait Pierre Richard. Pierre Richard, il a eu la folie des grandeurs. Il a acheté des emprunts aux États-Unis, des emprunts toxiques, c'est-à-dire à taux variable, juste avant la crise des subprimes, et il a coulé la banque. Alors, je vous sens inquiet là. Je vous rassure, il n'a pas vraiment coulé la baraque, hein, parce que l'État français a donné 7 milliards à cette banque pour qu'elle ne fasse pas faillite. Comment, maman? Ça n'aurait pas été juste de ne pas aider Dexia, pourquoi ça? On avait déjà renfloué le crédit et la Société Générale. Et ils ont dit à BFM que c'était trop grave, on ne peut pas laisser une banque faire faillite. Mais moi, mon banquier, il m'explique qu'il prend des risques, alors c'est pas vrai. En tout cas, ces 7 milliards, ils auraient été plus utiles à l'hôpital. Et depuis, les hôpitaux remboursent ces emprunts-là. Il y a donc une part supplémentaire de notre pot commun qui part directement dans la poche des actionnaires des banques qui ont prêté aux hôpitaux. Alors, ces remboursements d'emprunts, ils coûtent tellement cher aux hôpitaux que là, la majorité d'entre eux, ils consacrent une très grosse partie de leur trésorerie. À tel point qu'il y a des hôpitaux qui n'arrivent plus à fonctionner. Le directeur de l'hôpital, c'est arrivé à un très grand hôpital en 2022 en France. Au secours, je n'y arrive plus, venez m'aider. Et là, on lui envoie le cavalier surgit lors de la nuit. Zorro, pas Zorro, la directrice de l'ARS. Alors Marcel, qu'est-ce qui se passe? T'arrives plus à gérer ton hôpital? T'aurais pas fait tout rond-point par hasard? C'est nous qui t'avons obligé à les faire? Ça commence pas bien cet entretien, Marcel. Moi, je suis pas venu en ennemi. Je suis venu pour te donner de l'argent pour renflouer ton hôpital. On a regardé, évidemment, hein, il va y avoir des contreparties. Alors, sur ta masse salariale, on a regardé, il va falloir que tu gagnes 90 postes. En langage ARS, gagner 90 postes, ça veut dire les perdre. Et puis, si quelqu'un quitte ton hôpital, parce qu'il part à la retraite ou qu'il démissionne, tu attendras 3 mois pour le remplacer. Comme ça, pendant ces 3 mois, tu économises son salaire. Et puis, tu vois là, ton hôpital, il est disséminé dans toute la ville, quoi. Ça va pas, on va rassembler les bâtiments pour rassembler les activités, ça sera plus facile à manager. Bon, au passage, on va fermer quelques lits. On a regardé 13 lits de gériatrie et puis 19 lits de gastroentérologie. Comment? Ça va poser problème, la gastroentérologie? Il y a déjà un patient qui est mort aux urgences en attente de place en gastro. Que c'est quoi le rapport? Parce que l'important, c'est d'équilibrer le budget, Marcel, on est bien d'accord. Et puis, il va falloir que tu augmentes l'activité de ton hôpital de 5%, sans embaucher personnel, bien sûr. Alors, comment il fait un hôpital pour augmenter son activité de 5%? Il y a bien la police pendant les manifestations qui donne un coup de main pour augmenter l'activité des hôpitaux. Mais elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, hein, vraiment. Mais ça ne suffit pas. Le directeur de l'hôpital va devoir demander aux médecins de diminuer la DMS des patients, la durée moyenne de séjour, c'est-à-dire de faire sortir les patients plus tôt. Alors donc, le gouvernement
a mis les hôpitaux dans une situation qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas assumer. Juste pour la petite histoire, à propos de cette directrice d'ARS et directeur d'hôpital, ils ont signé ce qu'ils ont appelé un contrat avenir ambitieux. Alors, quand ils ont signé ce contrat, les journalistes étaient invités, mais ils devaient juste prendre des photos. Ils n'avaient pas le droit de poser de questions. Vous savez pourquoi? Parce que le directeur de l'hôpital et la directrice de l'ARS, ils auraient voulu que les termes du contrat restent secrets. C'est-à-dire que la population ne soit pas informée. Juste pour vous dire pour qui se prennent ces gens et surtout pour qui ils nous prennent. Donc le gouvernement a mis les hôpitaux dans une situation financière qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas assumer. Comment, maman? Toi, quand tu as un emprunt, tu fais des économies pour pouvoir le rembourser. L'hôpital n'a qu'à faire pareil, mais c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est ce qu'on l'oblige à faire avec l'ONDAM. Objectif national des dépenses d'assurance maladie. Encore un truc inventé par Juppé en 1995, en même temps que la loi de financement de la sécurité sociale. Comment vous expliquez ça? Si on laissait les dépenses d'assurance maladie augmenter naturellement, elles augmenteraient en gros de 5% là. Cette année, c'est même 7%, disent les directeurs d'hôpitaux. Pourquoi elles augmenteraient de 5% l'an? Eh bien parce que la médecine fait des progrès. Si vous faites un accident vasculaire cérébral, on va monter un tuyau dans votre artère, jusque dans votre cerveau, pour aller détruire le caillot qui bouche une artère. Et vous aurez peut-être, vous allez guérir sans avoir de séquelles. On opère des fœtus à l'intérieur de l'utérus de leur mère. On opère avec des robots. Les médicaments et le matériel coûtent de plus en plus cher. Et puis surtout, la population vieillit. Il y a donc de plus en plus de gens qui ont besoin de soins. J'ai bien dit besoin de soins et pas envie de soins. Eh bien, les députés vont dire, nous, on n'est pas d'accord. On va décider que l'an prochain, les dépenses d'assurance maladie n'augmenteront que de 3%. Débrouillez-vous pour faire des économies sur le reste. Alors, pendant les 8 ans qui ont précédé le Covid, la médecine de ville et la médecine hospitalière ont respecté cet ONDAM au prix d'économies drastiques. Comment il fait un hôpital pour faire des économies? Il a plusieurs solutions qu'il va toutes utiliser. Il peut faire des économies sur le matériel. Petit exemple, ceci est un perfuseur. Ça, c'est piqué dans la poche de liquide qu'on veut passer au patient. Et ce côté-là, il est vissé dans un cathéter qui va dans la veine du patient. Si l'infirmier ou l'infirmière qui pose cette perfusion veut que 1 litre passe au patient en 24 heures, il va devoir compter qu'en 1 minute, 14 gouttes tombent dans cette petite chambre. S'il veut que ce litre passe en 12 heures, il va devoir compter qu'en 1 minute, 28 gouttes tombent dans cette chambre. Pour régler ce débit, il a à sa disposition cette petite roulette qui écrase le tube qui est dessous. Pendant des années, on a fonctionné avec un perfuseur dont la roulette se déréglait toute seule. Ça veut dire que les perfusions des patients s'accéléraient toutes seules. On appelle le pharmacien, on lui dit là, il faut faire quelque chose, la sécurité des patients est en jeu. Et là, le pharmacien nous répond, pas possible. Parce qu'un hôpital en France a choisi ce modèle, et pour avoir des prix très bas, tous les hôpitaux de France achètent le même modèle au même fournisseur. Mais par contre, on peut envoyer le commercial. Le gars arrive, propre sur lui. C'est quand même pas compliqué. L'infirmier ou l'infirmière qui a posé cette perfusion, il suffit qu'elle revienne 15 minutes plus tard vérifier que le débit ne s'est pas déréglé, puis si c'est déréglé, elle le règle. Puis après, elle revient 1 heure plus tard. Si le débit s'est déréglé, elle le règle. C'est quand même pas difficile à comprendre. Alors, une infirmière, elle va avoir à sa charge 14 patients, tous perfusés. Une infirmière aux urgences, elle va poser environ 25 perfusions dans son après-midi. S'ils doivent vérifier que les débits ne se dérèglent pas, il faut embaucher des infirmiers pour faire que ça. Imaginez, Airbus a des difficultés financières. Ils achètent une pompe à huile pas chère qui lubrifie les moteurs de l'avion en vol, qui se dérègle toute seule.
Le commercial, c'est quand même pas compliqué. Le pilote n'a qu'à quitter son poste de pilotage, venir vérifier que la pompe c'est pas déréglée, puis si elle s'est déréglée, la règle. Si vous êtes au courant, vous y montez, vous, dans l'avion. Et d'ailleurs, le commercial ou le patron de la boîte qui a fabriqué ce truc, est-ce qu'ils sont d'accord pour être perfusés par un perfuseur qui se dérègle tout seul? Pas sûr. Donc c'est un petit exemple, il peut faire des économies sur le matériel, et puis il peut faire des économies sur le personnel. Et ça, quand il fait des économies sur le personnel, c'est mieux pour lui, parce que comme les frais de personnel représentent 66% du budget d'un hôpital, si vous arrivez à faire des économies de poste, vous allez faire des économies beaucoup plus rapides. Pour faire des économies sur le personnel, l'hôpital a deux solutions, là aussi qu'il va utiliser toutes les deux. Soit vous augmentez la charge du travail des gens qui sont là, vous avez deux techniciens par exemple, vous doublez la charge de travail d'un des deux, vous licenciez le second. Jusqu'à il y a quelques années, on disait une infirmière ne peut pas s'occuper de plus de 10 patients à la fois. On est passé à 14 patients. Du coup, vous gagnez des postes d'infirmiers. Et puis il y a une deuxième solution, pour ne pas embaucher de personnel soignant, c'est de fermer des lits. 95 000. On a perdu 95 000 lits en 23 ans, sur les 460 000 qu'on avait en 23 ans, 95 000 lits d'hospitalisation. Alors ça, c'est un chiffre. Mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, ça? Eh bien, vous vous promenez dans des hôpitaux, vous avez des ailes entières, fermées, avec dedans des chambres, avec le lit, tout ce qu'il faut pour accueillir un malade. Mais ces lits sont administrativement fermés. Et donc, il n'y a pas de personnel pour s'occuper des malades qu'on pourrait y mettre. Et donc, on ne peut pas y mettre de malades. Et d'après vous, les malades qui n'ont plus accès à ces lits, ils sont où? Dans le couloir des urgences. Allô Eric, est-ce que tu peux appeler l'oncologie s'il te plaît? On vient de recevoir une dame en aplasie, il faut absolument lui trouver une chambre individuelle. Ok, je m'en occupe. L'aplasie. Effet secondaire des médicaments de la chimiothérapie. Chez certains patients, la chimiothérapie fait tomber tellement les défenses immunitaires qu'ils sont susceptibles d'attraper n'importe quelle infection gravissime pour eux. Ces patients doivent être isolés dans une chambre individuelle où le personnel prendra des précautions vestimentaires et techniques pour éviter de les contaminer. Allô Émilie? Salut, c'est Eric. Dis donc, j'ai regardé sur la disponibilité des lits. J'ai vu que tu avais un lit vide ce soir. Il est réservé pour demain matin, mais malheureusement, je vais devoir le prendre. J'ai une dame en aplasie, tu comprends bien que je ne peux pas la garder dans le couloir des urgences. Et là, ma collègue me répond, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ce lit est réservé pour demain matin pour une jeune femme de 25 ans à qui on a déjà repoussé 2 fois la chimiothérapie. J'appelle le directeur de garde, je lui expose la situation. Il me répond, prenez le lit réservé, ça ne me pose aucun problème moral. Eh bien moi, ça m'en pose un de problème moral. Comment est-ce que je me retrouve, moi, dans la situation d'avoir à choisir à qui je fais perdre des chances de survie? À la dame en aplasie ou à la jeune femme de 25 ans? Mesdames et messieurs les députés, je voudrais vous rappeler que lorsque, dans le confort de votre Assemblée nationale, d'un trait de plume, vous décidez que l'ONDAM n'augmentera pas de 5, mais de 3%, vous êtes personnellement responsable de la perte de chances de survie de la dame en aplasie ou de la jeune femme de 25 ans, juste au cas où vous l'auriez perdu de vue.